Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Bassin Labo, comme d'habitude, dans cette émission Zigzag. Zigzag, l'émission culturelle que vous connaissez, puisque cet après-midi, sur Canal Austral, bien entendu, mais j'ai pas besoin de le dire, puisque vous l'avez deviné déjà, on va parler de culture, parce que l'émission Zigzag, c'est une émission culturelle. Mais quelle culture? La culture est vaste et variée, paraît-il. On va parler d'une culture médecine, c'est ça. On va parler on va parler des traitements, on va parler de l'épidémiologiste. Et pour ça, j'ai avec moi le docteur Bruno Grand-Baptiste, c'est ça? Hein? Grand-Bastien, bonjour. Grand-Bastien, merci. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous cet après-midi ici à ce studio en plein air. Hein? Alors, vous voyez comment vous avez déjà vu des studios en plein air comme ça, hein? Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je découvre un studio en plein air dans une atmosphère absolument fantastique. Vous avez eu l'occasion tout à l'heure de faire un petit peu la cuisine aussi, parce que ici, on appelle ça bassin à boue. Mais tu sais, il n'y a que de boue que son nom. Il n'y a pas trop de boue là aujourd'hui. Hein. Non, l'endroit est magnifique. Et même quand il pleut, il n'y a pas beaucoup de boue. Mais c'est parce qu'il y a un bassin qui est en bas et qui s'appelle bassin à la boue. Hein. On n'est pas là pour parler de boue. Hein. On n'est pas là pour parler de l'environnement. On est là pour parler des infections. Oui, hein, la prévention des infections, parce que c'est ça votre métier, votre spécialité, c'est ça? Tout à fait. Alors, la prévention des infections, c'est devenu un challenge très, très important dans le monde entier. On est aujourd'hui avec un enjeu majeur qui est de prévenir les infections et de prévenir la résistance bactérienne aux antibiotiques. On parle d'antibiorésistance, c'est un gros mot, mais il pose aujourd'hui le défi des traitements qu'on va pouvoir proposer pour les infections qui émergent ou qui vont émerger dans les années qui viennent. Et si on est un petit peu trop lâche sur l'utilisation des antibiotiques, eh ben on va se retrouver en situation extrêmement difficile. D'où la prévention. D'accord. Alors, docteur Bruno, hein, moi, je t'appelle Bruno. Hein, on se connaît. Ça fait longtemps que vous êtes à La Réunion. Vous n'habitez pas à La Réunion, mais vous venez à La Réunion de temps en temps. On m'a dit tout à l'heure, on a parti une vingtaine de fois ici à La Réunion. On peut dire que... Oula, un petit peu créole quand même. Alors, je suis infidèle. Je suis fidèle de La Réunion. J'ai eu l'occasion de découvrir l'île Intense. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça, on dit l'île Intense, exactement. L'île Intense à travers des accords entre universités. À l'époque, j'étais médecin au CHU de Lille et enseignant à la faculté de médecine de Lille. Et on avait un partenariat avec l'université de La Réunion avec le montage de formations. Et donc, je suis venu pour des formations, pour organiser des formations, pour donner des cours, pour faire partie de jurys d'examen et de soutenance de mémoire. Et donc, j'ai découvert un petit peu La Réunion comme ça. Et puis, depuis une grosse quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années, je participe régulièrement à des formations à destination des professionnels de santé de tous les hôpitaux et cliniques de La Réunion autour du thème de la prévention des infections. Alors, prévention des infections, c'est vraiment un gros domaine dans la médecine, puisque on sait qu'un malade sur deux qui atterrit à l'hôpital est une maladie infectieuse, a une maladie infectieuse. Hein, et c'est vraiment une pathologie, on va dire, hein, qui compte beaucoup et qui a encore beaucoup à faire. Oui, alors, tout à fait. Et on sait que le fait d'être hospitalisé expose à un risque de développer une infection au cours du séjour. Alors, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Hein. C'est ce qu'on appelle effectivement les infections nosocomiales. Et l'enjeu, c'est vraiment de prévenir ces infections. Alors, l'ordre de grandeur de la fréquence des infections, c'est 5% des patients hospitalisés un jour donné portent une infection. Un patient sur 20. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important et ça peut être la source de complications extrêmement importantes avec des prolongations d'hospitalisation, avec des examens complémentaires et même des fois des évolutions défavorables avec des séquelles qui peuvent rester, voire des décès. Donc l'enjeu est vraiment d'être dans la prévention des infections. Mais docteur, si je dis à tous les gens qui nous regardent qu'aller à l'hôpital, c'est un petit peu comme se plonger dans un bouillon de culture infectieuse, ça va. Les gens vont avoir peur d'aller à l'hôpital. Non, je pense qu'il faut rassurer tout le monde. Le fait d'être à l'hôpital, c'est parce qu'on est malade.
c'est parce qu'on a besoin de soins, c'est parce qu'on a besoin de traitements qui sont, par moments, des fois, agressifs. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que la meilleure défense contre l'infection, c'est la peau, c'est le revêtement cutané. Et bien, dès lors qu'on fait une effraction de ce revêtement cutané, qu'on fait une ponction, qu'on fait un acte chirurgical, eh ben, on fait une rupture dans cette défense. Ouais. Et donc, il faut être conscient que quand on est à l'hôpital, on doit prendre des mesures de précaution plus importantes que celles qu'on a à la maison. D'accord, et notre travail, c'est ça. D'accord, mais bon, les gens qui viennent à l'hôpital et qui vont se faire soigner, ben, généralement, ils restent une journée, 2 jours, 3 jours, 10 jours ou 15 jours, peut-être même un mois. Mais que dire des gens qui travaillent tous les jours à l'hôpital, comme les infirmières, les médecins qui sont soumis à toutes ces maladies nosocomiennes? Alors, tous les professionnels qui travaillent dans le champ de la santé à l'hôpital sont formés et on leur donne les règles de bon comportement, les bonnes pratiques pour se protéger eux-mêmes. Alors, se protéger eux-mêmes, mais aussi protéger les autres patients. Un des enjeux, c'est justement faire en sorte que les infections ne passent pas d'un patient à l'autre. La prévention des infections, c'est aussi la prévention de la transmission des infections entre les patients et entre patients et professionnels. Est-ce que ça existe depuis la nuit des temps, ces maladies mucosomiennes? On les connaît depuis tout le temps. Avant même qu'on ne connaisse la microbiologie, vous savez, le microscope qui a permis de voir qu'il y avait une vie qu'on ne voyait pas à l'œil nu, qu'on ne voyait que au travers d'un microscope, c'est quelque chose de relativement récent. En fait, c'est la fin du 19e siècle. Ouais. C'est Pasteur. Oui, c'est Pasteur, oui, effectivement. Donc, oui, on est dans quelque chose, une discipline qui finalement a à peine 150 ans. C'est extrêmement récent. Il n'empêche qu'Hippocrate, bien avant l'ère actuelle, avant Jésus-Christ, eh ben, avait déjà observé que lorsqu'on réunissait des patients dans un même service, dans un même bâtiment, eh ben, ils se transmettaient des maladies. Donc déjà, l'idée de la prévention de la transmission existait dans les recommandations d'Hippocrate. Et Hippocrate, c'est quand même le modèle. D'ailleurs, vous faites un serment à chaque fois que tous les médecins font ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que servir et guérir, soigner, servir et guérir, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. On va parler toujours de l'épidémiologie et de ces petits bébêtes, on va dire, que l'on peut retrouver dans un microscope qui est multiple et nombreuse. Il paraît que toutes ces microbes, il y en a 10 fois plus que d'êtres humains sur la Terre, et même peut-être 100 000 fois plus que d'êtres humains sur la Terre. Il y en a tellement que... Comment faire le tri dans tout ça? Il y a des bons, il y a des moins bons, puis il y a d'autres qui sont mortels quand même. Alors très clairement, il y a beaucoup plus de vie microscopique que d'êtres humains. Nous sommes dans la chaîne de la vie sur Terre un petit élément uniquement. On joue un rôle majeur quand même, et pas forcément toujours positif. On a un effet quand même majeur sur la destruction de l'environnement, sur la destruction de la diversité biologique, y compris la diversité biologique microbienne. Alors oui, j'ai envie de dire, même pour être encore plus provocateur, que nous vivons en harmonie avec le monde microbien. Si on n'avait pas dans notre tube digestif toute une flore avec des bactéries et des virus qui nous permettent d'absorber et de digérer les aliments que l'on va ingérer, eh ben on ne pourrait pas vivre. Donc on vit en harmonie avec le monde microbien. Nous sommes plurimicrobiens, par essence. Bien sûr. Alors, bien sûr, il y a des bactéries qui sont devenues dangereuses, des bactéries, des virus, des micro-organismes. La vie microscopique peut comporter une part importante d'agents qui sont dangereux. Et pour ces agents dangereux, il est important d'avoir des mesures de protection efficaces. D'accord. On est un petit peu comme les requins, les baleines. Ils ont des microbes partout sur eux, mais eux, ils ont des poissons pilotes qui viennent manger leurs microbes. Mais nous, naturellement, qui vient manger nos microbes? Alors, on n'a pas d'éléments qui viennent manger nos microbes, on vit Excuse-moi pour la question, mais le rapprochement... On est sur une île, on a des baleines. Là, c'est la saison des baleines. L'été qui approche, on a les saisons des baleines chez nous. Alors, on vit en harmonie avec une grande partie de notre flore. Ce qui va poser des problèmes, c'est par exemple, lorsqu'on est trop souvent, injustement d'ailleurs, exposé à des antibiotiques, eh ben, on va développer des bactéries qui seront résistantes aux antibiotiques. Et ça va nous poser problème lorsque ces bactéries causeront des infections, puisqu'on sera
très en difficulté pour traiter de façon efficace ces infections. Donc oui, il y a des micro-organismes qui sont très très embêtants. On vit depuis 2 ans et demi avec un virus, le SARS-CoV-2, le virus de la Covid, qui est venu bouleverser notre façon de vivre. Alors maintenant, on peut aussi tirer quelques leçons positives de cette crise. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on connaît ici quelques insectes, hein, notamment le thermite. Hein, ici, à La Réunion, est classé en zone de thermite 100%. Hein. Même dans les Hauts, on a des termites. Hein. Il y a une loi qui s'appelle la loi biocide ici à La Réunion et donc qui traite ces termites-là. On a eu des problèmes parce que, bon, on a fait des études sur ces termites-là. Hein. Moi, j'étais parmi ces gens qui ont fait des études sur ces termites-là. C'est des termites qui sont tous les jours en mutation. C'est-à-dire que dès qu'on met un produit pour pas les tuer parce que c'est interdit de tuer les termites ici, mais pour en tout cas les faire dévier de l'endroit où ils doivent aller. C'est des barrières chimiques, hein, ben, ils sont tout le temps en mutation. Est-ce que dans le corps humain aussi, il y a des microbes qui sont en permanence en mutation? Tout à fait, tout à fait. Le virus de la Covid est une illustration un petit peu de ces évolutions du virus. On a découvert en mars 2020 un virus qu'on ne connaissait pas, qui était nouveau à l'époque. Un coronavirus, quand même, une famille de virus qu'on connaissait quand même. Tout à fait, un coronavirus connu, sauf que le SARS-CoV-2, ce virus, n'avait pas été identifié initialement. Donc c'est déjà une évolution dans la famille des coronavirus. Et en plus, ce virus a évolué au fil du temps, avec le variant alpha, puis le variant delta, puis maintenant le variant omicron. On est bien devant une évolution de des mutations de ce virus qui le rendent finalement plus adapté à l'environnement, plus adapté aussi à l'immunité. Hein, quand on avait développé une immunité contre la souche initiale, qu'on appelle la souche Wuhan, puisqu'elle avait été identifiée à Wuhan en Chine. Oui. En 2019. Fin 2019. Fin 2019, novembre 2019. Ouais. Voilà. Et cette souche, finalement, elle a donné une immunité qui était en partie inefficace face aux variants qui sont apparus quelques mois, quelques années après, Alpha, Delta et maintenant Omicron. Est-ce qu'on peut dire que le virus a un cerveau qui lui permet d'étudier son environnement, ce qui lui permet d'évoluer? Est-ce que le virus a une âme qui pense ou bien sinon c'est un être à part entière qui sait se défendre contre les attaques éventuelles? C'est un grand débat. Le virus a-t-il une âme? Non, je crois clairement que le virus n'a pas d'âme. D'ailleurs, c'est un micro-organisme avec très peu d'éléments pourtant, il se défend. Exactement. Il s'intègre dans notre vie. Il s'intègre dans nos cellules. Et c'est l'équilibre entre nos cellules qui le reçoivent et le virus qui lui donne la capacité de se multiplier, de se développer. Et ensuite, comme tout corps vivant, je n'ai pas dit qu'il avait une âme, tout corps vivant, il s'adapte. Il s'adapte et finalement, l'ensemble des mesures de lutte contre le virus, pour lui, sont des agressions. Et il s'adapte à ces agressions et il développe des mutations qui lui donnent un avantage. Par exemple, d'être plus facilement transmissible. Et quand on regarde un petit peu l'évolution entre le virus initial en 2020 et le virus qui circule actuellement, Omicron est plutôt le sous-type Omicron BA4 ou BA5. C'est les virus qui circulent actuellement partout, majoritairement partout dans le monde, que ce soit à La Réunion ou que ce soit dans tous les pays développés. Eh ben, on se rend compte que ce sont des virus qui sont plus transmissibles que la souche initiale en 2020. Moins agressifs, ils donnent moins de pneumonie, d'infections sévères qui conduisent les patients en réanimation, mais ils se transmettent beaucoup mieux. Un avantage. Bien sûr, bien sûr. Docteur, j'ai envie de penser que les virus sont quelque part, parce que ça c'est l'image que je fais de celui qui ne sait pas, hein, d'un virus qui est comme des guerriers qui partent en guerre, hein, un petit peu comme la bataille de Troie par exemple, ou bien sinon en Asie où il y avait des communautés de personnes qui allaient en guerre avec leur cheval et puis les lances à la main, et de l'autre côté
sentait l'ennemi qui approchait. Hein. Les virus, on en a dans notre corps, mais on a aussi des virus qui protègent et qui se barrent à l'intérieur de notre corps pour nous défendre, hein, ce qu'on appelle les antivirus, ou bien sinon les comment on appelle ça encore, les bon, je sais plus, hein, les anticorps. Les anticorps, je parle d'antivirus, moi, anticorps. Les anticorps. Comment un virus devient un anticorps? Alors, un virus ne devient pas un anticorps. En fait, un virus va stimuler nos défenses immunitaires qui, elles, vont développer des anticorps. Et c'est en fait toutes les stratégies de prévention. Est-ce que l'anticorps est un virus aussi? Ce n'est pas un virus, c'est un élément de notre système de défense immunitaire, oui, de lutte contre les agents infectieux. Mm-hmm. L'image que vous donnez me plaît bien de. Moi, je pars en guerre. Voilà, d'équilibre entre des agents infectieux qui sont à visée négative, hein, qui vont porter des maladies, qui vont porter une atteinte de la population, et puis d'autres micro-organismes qui, eux, vont réguler et avoir un effet bénéfique. J'évoquais tout à l'heure que on a dans le tube digestif un grand nombre de bactéries, de virus, d'agents infectieux finalement, et que tous ces agents infectieux jouent un rôle extrêmement important dans notre vie. Et l'équilibre que l'on doit essayer de maintenir, c'est un équilibre avec une majorité de ces micro-organismes bénéfiques, sans être débordé par quelques micro-organismes pathogènes, ceux qui vont donner des maladies. Oui. Et on sait que si on expose à des antibiotiques trop fréquemment, et c'est tout l'enjeu du bon usage des antibiotiques, eh ben on va détruire assez fortement la flore bénéfique. Et si on détruit la flore bénéfique, on laisse de la place. Bien sûr. Et c'est pour ça que les antibiotiques, c'est pas automatique. Exactement. Voilà. Et donc, s'il y a un message fort, c'est soyons prudents, ne demandons pas à nos médecins des antibiotiques. Ouais. Le médecin sait quand on a besoin d'antibiotiques. Et on doit pouvoir effectivement être parcimonieux dans l'utilisation de ces agents. D'accord. Docteur, il y a des idées reçues. Hein, il y a des idées reçues en disant que, par exemple, lorsqu'on se lave, hein, il y a des savons qu'il faut utiliser, d'autres qu'il ne faut pas utiliser, ou bien sinon il ne faut pas se laver trop peut-être, parce que sinon on va affaiblir sa flore de surface, on va être plus disponible aux attaques des virus. Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il y a une façon de se laver, par exemple, et avec des savons qui vont moins bien? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites et beaucoup de choses qui reposent sur peu de données scientifiques. Donc, on est beaucoup dans des croyances aussi autour de ce risque. Je pense qu'effectivement, l'hygiène corporelle, l'hygiène tout court, joue un rôle majeur dans la prévention des infections. On peut dire quand même que... Une bonne hygiène de vie... Une bonne hygiène de vie qui va toucher le fait de se laver régulièrement avec du savon, tout ce qu'il y a de plus simple, va contribuer à éviter de transmettre quand même pas mal de maladies infectieuses. Il y a des éléments où effectivement le fait d'utiliser de façon excessive des savons antiseptiques pourrait nuire, mais c'est quelque chose qui est très à la marge. Donc en fait, je pense qu'il faut garder l'idée qu'une bonne hygiène... Et prenons un exemple, une bonne hygiène des mains, en se lavant les mains régulièrement, eh ben c'est quelque chose qui va permettre de lutter contre les maladies. Je vais prendre un exemple tout simple. Encore, reprenons l'exemple de la crise Covid. Oui. En 2020, un tsunami a touché le monde entier avec ce virus qui a diffusé. Parmi les mesures de prévention, il y a eu beaucoup de mesures de confinement, des mesures de restriction un petit peu des mouvements, mais il y a aussi eu beaucoup de mesures individuelles. Lavez-vous les mains, frictionnez-vous les mains. On ne rentrait pas dans un magasin sans passer, quand ils étaient ouverts, après la phase de confinement, eh ben on voyait en permanence des flacons de produits hydroalcooliques pour se frictionner les mains. On portait le masque assez régulièrement. Et quand on fait un peu le bilan un an après, on s'est rendu compte que en 2020-2021, il n'y a pas eu d'épidémie de grippe. Il n'y a pas eu d'épidémie de gastro-entérite. J'ai envie de dire, toutes ces mesures, tous ces gestes barrières qu'on a mis en place dans la communauté
ils ont eu un effet très bénéfique. Quelque part, le Covid était bénéfique à d'autres maladies, à la grippe notamment. J'évoquais ce côté bénéfique un peu de cette pandémie de Covid, qui a eu le gros avantage de nous faire reprendre conscience que nos gestes quotidiens d'hygiène, dans la vie de tous les jours, je parle dans la communauté, pour nous tous, et toutes et tous, au quotidien, eh ben, ça marche. Et ça nous a permis de faire entrer dans nos mœurs cette façon de se laver les mains quotidiennement, d'avoir une hygiène de vie qui était qu'on avait délaissée un petit peu avant, parce que c'est toujours pareil, là, en période de guerre, par exemple, dans des communautés, il y a des millions d'années de ça, ou des quelques centaines d'années de cela, et ben, tout le monde se la coulait douce, on plantait du maïs, on faisait des mathématiques, et en période de guerre, on faisait plus rien. Et donc là, en période de guerre, ça nous a permis, parce que c'est le président qui a dit, on était en période de guerre. Oui. Dans cette période de guerre, on a pu prendre des bonnes mesures, donc de se laver les mains, d'avoir une hygiène de vie qui nous a permis et qui nous permettra peut-être à nos enfants, à nos petits-enfants aussi de poursuivre ça et de inculquer cette façon de se laver, cette façon d'avoir cette hygiène de vie qu'on a délaissée pendant très longtemps. Alors, je vais revenir un petit peu dans cette prévention des infections. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte d'éviter de se faire infecter par tel ou tel virus? Alors, on a beaucoup parlé de ce qu'on fait dans la communauté, et c'est vrai que la crise Covid nous a montré qu'on pouvait au quotidien, dans nos gestes de la vie de tous les jours, à la maison, respecter un certain nombre de règles. L'hygiène des mains en est une qui est assez importante. Le port du masque dans les lieux clos, les transports en commun par exemple. On pourrait retrouver quand même de mettre le masque dans les bus, de mettre le masque dans les avions. Seulement pas pour le Covid, mais pour aussi les autres maladies. Pour toutes les maladies respiratoires. Ouais. Ça marche aussi bien pour la grippe. Et puis, on se rend compte qu'on a aussi peut-être une carte à jouer à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, je dis à l'hôpital, mais ça peut être vrai dans tous les milieux de soins. Ça peut être vrai dans un cabinet médical. Ça peut être vrai aussi lorsqu'on va donner des soins à la maison chez des patients. Eh ben, on prend en charge des personnes qui sont fragiles. Elles sont malades, elles sont vulnérables, elles sont fragiles. Et d'avoir un niveau de respect de toutes ces règles d'hygiène encore plus strictement respectées, et bien finalement, c'est quelque chose de très important pour éviter de transmettre ces maladies dans le milieu de soins. Et c'est un des enjeux forts de la formation qu'on assure avec les collègues pour les professionnels de santé sur l'île de la Réunion depuis quelques années déjà. Et est-ce que vous avez envisagé de faire mettre le masque aux patients, n'importe tous les patients, lors des hospitalisations ? Alors, ça fait partie des mesures qui sont recommandées dans certaines circonstances. Un patient qui a des signes respiratoires, par exemple, aujourd'hui, la règle, c'est de lui dire « portez un masque ». Vous arrivez aux urgences, vous toussez, vous avez de la fièvre, on va vous proposer de mettre un masque. Ça fait 20 ans qu'on le sait. On l'avait redécouvert en 2009 lors de la pandémie de grippe H1N1. Je pense qu'il a fallu 6 à 8 mois pour qu'on réoublie cette bonne habitude et qu'on la retrouve finalement en 2020 avec Covid. D'accord. Alors, docteur Bruno, tout à l'heure, vous m'avez dit, on a parlé avant qu'on commence l'émission, qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ne pourra jamais éradiquer, c'est les virus. De toute façon, on est obligé de le faire avec, mais il faudrait faire en sorte d'en avoir un petit peu moins, en tout cas les mauvais, ceux qui nous infectent. Il y a des médicaments, il y a une science qui se met en avant pour pouvoir faire en sorte d'éradiquer un petit peu ces mauvais virus-là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse éradiquer les mauvais virus. Ce qu'on va faire, surtout, c'est se battre pour qu'ils ne se diffusent pas. C'est-à-dire, on sait qu'on va avoir des agents infectieux qui vont émerger. On a vécu quand même beaucoup d'émergences ces dernières années, assez régulièrement, des crises. La plus importante, ça a été quand même Covid, en 2020, avec laquelle on vit toujours. On a appris que des crises sanitaires, on en aura d'autres. Donc l'enjeu, ça va être d'éviter qu'un nouveau micro-organisme diffuse aussi facilement, aussi largement, sans mettre en place des mesures. Donc je n'irai pas dans l'éradication des agents infectieux, parce que ça, on ne pourra pas. Oui. C'est juste pas possible. Par contre, se mettre en ordre de bataille pour éviter de diffuser largement, surtout auprès des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Covid nous a montré que les personnes âgées étaient des personnes vulnérables. Eh bien, protégeons-les. Protégeons nos proches qui sont fragiles
C'est ça l'enjeu de la médecine préventive. Ouais. Docteur, moi j'ai envie de dire et de vous poser la question, vous pensez que la fin du monde sera une fin du monde avec une bombe atomique ou bien avec un virus? Je n'ai pas ma boule de cristal pour voir ce qu'il en est. Oui, mais vous avez raison, je pense que le risque sanitaire ou le risque climatique est plus fort que le risque nucléaire. Je ne sais pas s'il est plus fort, mais sont des risques qui sont réels et qui sont très importants. Donc, on a mis en place beaucoup de mesures pour éviter justement des conflits avec des guerres bactériologiques, avec des agents de guerre extrêmement dangereux. On en oublie on en avait oublié jusqu'en 2020 que des épidémies pouvaient mettre toute la société mondiale sur les genoux et la mettre en grande difficulté. C'est une grande leçon de cette crise Covid qui nous rappelle que le monde microbien est un monde qu'on ne connaît pas bien et qui est susceptible de porter des risques importants, d'où l'importance de se préparer à ces risques microbiologiques et de mettre en place des mesures de prévention. Bien sûr, bien sûr. Il faut rappeler, docteur Bruno, que vous êtes aussi professeur d'université. Alors, je suis enseignant à la faculté de biologie et de médecine de Lausanne. Et ici, à La Réunion, vous êtes là, c'est parce que vous venez donner des conseils et puis après des cours carrément à des médecins qui sont ici. On va finir cette émission-là, si vous voulez bien, avec quelque chose la chose la plus importante que vous dites à ces médecins quand vous êtes ici, la seule chose la plus importante que vous dites à ces médecins-là quand vous êtes ici, avant de partir, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est ça. C'est quoi? Alors, effectivement, ça fait quand même maintenant plus de 15 ans que je viens régulièrement pour aider à former des professionnels de santé ou rappeler aux professionnels de santé des règles de base. Et je voudrais dire un petit mot sur la fédération des équipes de lutte contre les infections nosocomiales, la FELIN, qui organise un petit peu ces formations et qui milite pour une diffusion de la culture de la médecine préventive face aux risques infectieux dans l'ensemble des établissements, hôpitaux, cliniques, cabinets de l'île. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Un des messages forts, c'est on est tous responsables et on a tous en main la capacité de mettre en place des mesures de prévention. C'est dans les soins que l'on donne au quotidien, c'est dans l'hygiène des mains, c'est dans la prévention de la transmission. Donc on est tous acteurs, chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de la prévention de la transmission croisée. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Bruno Grand-Bastien. Grand-Bastien, c'est ça. Voilà, il fallait attendre la fin de l'émission pour que je retienne votre nom, docteur. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Et en tout cas, on espère que cette émission va rendre service à un grand nombre de personnes ici à La Réunion qui se posaient pendant longtemps cette question, est-ce que je vais à l'hôpital, est-ce que je ne vais pas, parce que la peur de l'hôpital, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à chaque fois. Et on vous remercie de cet éclairage. Merci beaucoup. Merci. On va remercier Richard qui est ici au Théâtre Technique aujourd'hui. Puis après, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.